Bien, on va maintenant donner la parole à Olivier Nani-Pierry qui va nous parler de tout ce que nous avons toujours voulu savoir sur le rapport de l'ANSES. Sans jamais oser le demander. Sans jamais oser le demander. On te laisse la parole, Olivier. Okay. Merci beaucoup. C'est parti, super. Vous m'arrêtez d'ici 2 ou 3 heures. Hein. Vous me dites stop. Quand on sera endormi, j'aurais compris que c'est la fin. Déjà, merci, un grand merci effectivement aux organisateurs de ce séminaire-là. Voilà, donc je vais vous faire le porte-parole de l'ANSES. Ça veut dire qu'à l'intérieur de moi, il y a plusieurs experts, c'est pas forcément toujours la même chose, mais qui sont d'accord à la fin. Et puis le pire, c'est qu'en fait, j'ai de la pression parce que je pensais vous dire n'importe quoi, mais je peux pas parce qu'il y en a un qui est dans la salle. Donc, raté. Donc, je vais être obligé d'être à peu près rigoureux. Donc, n'hésite pas, Jonathan. Vas-y. Voilà. Alors, préambule. Qu'est-ce que l'ANSES? Alors, l'ANSES, c'est, comme son acronyme ne l'indique pas, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. C'est pas dit que dans les années futures, on n'en avait pas encore d'autres qui viennent se rajouter, là, mais ça restera certainement l'ANSES. L'ANSES est une agence intergouvernementale. Ça fait très CIA, tout ça. Mais effectivement, quand on va à l'ANSES, on a une carte et puis on dit attention, vous êtes à l'agence. Donc effectivement, c'est très sérieux. C'est pas vrai. Le rapport en chiffres. Nous partîmes 21 en 2021 et nous vîmes 13 en arrivant au port en 2025. Donc vous voyez la perte, c'est un peu comme les étudiants de première année d'éco, quoi. Alors, là, ce n'est pas un problème de motivation, c'est un problème effectivement de charge de travail. Si vous avez parcouru juste sous-pesé voilà, les 500 pages, hein, vous allez vite comprendre que c'est un travail qui est un peu harassant. Nous avons un survivant, parce que Jonathan est allé jusqu'au bout. Je ne suis pas allé jusqu'au bout, je me suis arrêté 1 an avant. J'ai fait une expertise précédente de 2018 à 2020 sur un autre sujet. J'ai enchaîné sur celle-là, j'ai pas tenu le choc. Voilà, donc j'avoue, c'est vraiment bravo à lui. Voilà. Donc, il y avait 6 contributeurs scientifiques de l'ANSES aussi, hein, donc des gens de l'agence, hein, plus des expertises ponctuelles faites par des experts qui étaient convoqués sur des points très précis, notamment, par exemple, sur les questions de législation, par exemple. Donc, 531 pages, 401 pages sans la bibliographie ni les annexes. Ça reste quand même long à lire. C'est la raison pour laquelle l'ANSES a toujours la bonne idée, et il le fait pour tous ses rapports. Hein. Ces publications sont, encore une fois, sont publiques, hein, puisque ça vient de saisine, d'auto-saisine. Donc, je vous conseille, si vous n'avez pas le temps, ni l'envie de lire les 401 pages, de lire ce qu'on appelle l'avis de l'ANSES qui précède le rapport, hein, et qui fait 27 pages. Voilà. Autrement, vous avez les médias. Alors, on y reviendra, hein. On va voir que c'est pas exactement ce que l'ANSES dit, mais peut-être que le média dont il s'agit ici a un biais de lecture sur ce qui est écrit sur l'ANSES. Voilà, c'est juste au cas où. Bon, Le Monde aussi a fait une recension, donc c'est mieux peut-être Le Monde, je sais. Alors, pour bien comprendre, justement, parce que c'est quelque chose qui est médiatisé forcément, en règle générale, dès que l'ANSES sort en rapport, les médias s'en emparent assez facilement parce qu'il y a du contenu. Donc, ça intéresse notamment les pouvoirs publics, les entreprises, les citoyens, etc. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne vous parlerai pas des résultats de l'ANSES, ni de ses recommandations. Parce que il suffit de lire les 27 pages et c'est d'une clarté. Vraiment, vous aurez tout compris en 27 pages. Voilà. Ce que je vais faire ici, puisque en théorie, on est plutôt ici, en fait, avec des gens qui font de la recherche ou des futurs chercheurs, en tout cas, je vais plutôt me centrer sur des questions de recherche. Donc, je répète, la présentation n'est pas focalisée sur ce qui est dans le rapport. Hein. En fait, je vais focaliser sur ce qui n'a pas été lu dans le rapport, ce qu'on évite, ce qu'on ne veut pas lire, la méthodo, les limites, des choses comme ça. Voilà. Parce que les médias ne lisent pas, en tout cas. Et je vais me centrer plus précisément sur un des effets sanitaires qui a été étudié dans ce rapport. C'est ce qui va relever globalement des symptômes anxio-dépressifs. Parce que là, on parle de question de bien-être, et ça me semblait le plus logique. Alors, on aurait pu parler du sommeil, on aurait pu parler de plein d'autres choses, hein, mais là, c'est plutôt sur des thématiques liées aux symptômes anxio-dépressifs. Alors, le plan très rapidement, hein, les RSN, les adolescents et la causalité. Donc, on va reparler de causalité, hein, parce que je pense qu'on n'en a pas fini.
Les RSN des adolescents dans les questions du terme, du concept d'utilisation ou d'usage. La question des limites des publications académiques et des méthodologies utilisées dans les études que nous avons reviewées. Et enfin, la question de la manière dont on mesure, on estime ce qu'on entend, ce qu'on appelle soit l'addiction, soit l'usage problématique, soit l'utilisation problématique des réseaux sociaux numériques. Alors, je vais attaquer par les RSN, donc les adolescents et la causalité. Alors évidemment, la grande question, les RSN, les grands coupables. C'est ce que dit Céline, c'est la faute aux RSN. Donc, et là, il me semble finalement qu'il y a deux hypothèses. Première hypothèse, première référence biblique, Ecclésiaste, rien de nouveau sous le soleil, finalement, toujours la même chose. Les réseaux sociaux, c'est juste un dispositif de plus. Autre référence, je ne sais pas si vous l'avez celle-là, plus rien ne sera jamais comme avant, un biche volé, bon, je ne sais pas si vous l'avez, celle-là, elle n'est pas évidente, mais c'est pas dans la Bible. Alors, il me semble, c'est un peu caricatural ce que je vais dire là, mais ça permet de comprendre un petit peu, de placer un peu des frontières, qui sont évidemment un peu poreuses. Du côté de rien de nouveau sous le soleil, on est plutôt dans l'innovation incrémentale des dispositifs. Petit à petit, les dispositifs deviennent de plus en plus complexes, etc., mais sans changer la nature des phénomènes qui sont impliqués. Ou alors, on est plutôt dans l'autre hypothèse, dans l'innovation de rupture. Ça a tout changé, quoi. Maintenant, avec la sociaux numérique, c'est plus comme avant, du tout. Alors, pour caricaturer encore une fois outrance, après on va être plus scientifique, c'est juste l'introduction, c'est la mise en bouche. Première hypothèse, c'est parce qu'ils sont déjà dépressifs, pas tous évidemment, c'est parce qu'ils sont déjà dépressifs que les adolescents vont sur les sites déprimants. Deuxième hypothèse, c'est parce qu'ils vont sur les sites déprimants que les adolescents deviennent dépressifs. On va essayer de trancher. Vous ne pouvez pas trancher, mais je ne sais pas, on va essayer quand même. Mais j'ai retenu, on ne veut pas trancher, mais on va essayer quand même. Voilà, comment trancher? Trouver la cause des symptômes donc anxio-dépressifs. Le Graal, quoi. La cause, l'équation ultime, quoi. E égale MC2, mais pour les syndromes anxio-dépressifs. Voilà. En fait, le problème, c'est que ça pose au moins deux difficultés. Je dis au moins deux difficultés parce que, évidemment, les difficultés sont extrêmement nombreuses. Premièrement, la complexité du phénomène. Évidemment, on en a parlé précédemment, c'est clair. C'est un phénomène qui est multifactoriel, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs variables explicatives. Donc là, vous avez compris que je m'inscris dans un courant post-positiviste. Et qu'il y a en plus des variables de confusion, des variables modératrices et médiatrices. Alors, je ne sais pas à quel niveau vous vous situez par rapport à la connaissance de ces concepts. J'ai fait juste un petit rappel rapide, illustré. Alors, ce qui est important, c'est que cette complexité a un impact à la fois théorique, c'est-à-dire sur la revue de la littérature. On fait un travail d'article, de rédaction de thèse de la GR, sur le plan épistémologique, c'est-à-dire que puis-je connaître, c'est ça la question. Et troisième, méthodologie, comment estimer ou mesurer ce que je cherche à connaître. Donc, si je pars de la fin, vers la patate finale, symptômes anxio-dépressifs, eh bien, on peut faire l'hypothèse, par exemple, que une des variables explicatives, qu'on va appeler la variable A, c'est le fait, par exemple, d'utiliser les réseaux sociaux numériques. Donc, on se dit qu'il est probable que l'utilisation des réseaux sociaux numériques ait un impact, une cause, sur les symptômes anxio-dépressifs. Et on se dit, mais peut-être qu'il y en a une deuxième. Alors, on trouve là, pour le coup, la variable B. Vous mettez ce que vous voulez dans B, et on s'aperçoit que cette variable aussi a un impact. Mais en fait, c'est plus compliqué, parce que cette variable explicative-là, son impact est encore plus fort lorsqu'elle est médiée par une autre variable qu'on appelle une variable médiatrice. Ça commence à complexifier le truc. Et on se dit qu'en réalité, en réfléchissant un petit peu plus, en creusant dans la littérature, on s'aperçoit que notre variable A, finalement, elle est modérée par une variable modératrice. C'est-à-dire que le lien entre A et symptômes anxio-dépressifs est modéré par, donc, on va dire, atténué ou augmenté par une autre variable. Et comme si ça ne suffisait pas, eh bien, on a des variables de confusion. Alors là, Jonathan, tu me rectifieras si j'ai pas bien compris ce que c'est, mais les variables de confusion, ce qui la caractérise globalement, c'est qu'en fait, elle impacte les variables d'entrée et de sortie. Et là, c'est le chaos total. J'aime beaucoup les modèles causaux, mais quand je vous montre ça, vous dites, en fait, c'est impossible à gérer, quoi. Heureusement, on a des statistiques qui nous permettent quand même de dire des choses. Et voilà. Donc, trouver la cause, c'est complexe, mais c'est vraiment complexe. Alors, il est clair que dans certaines publications, alors ça fait partie des choses sur lesquelles nous avons veillé à ANSES, c'est que la prise en compte des variables de confusion est quelque chose qui est absolument essentiel.
dans de très, très, très nombreuses publications académiques reconnues, il n'y a pas de prise en compte des variables de confusion. C'est quand même problématique sur le plan scientifique. Deuxième difficulté, alors, comment mesurer la causalité? Alors là, désolé, je sais que ceux qui le souhaitent pourront quitter la pièce à ce moment-là, parce que je vais faire une réfutation rapide de l'argument de la causalité finale pour étudier l'humain. Globalement, expliquer, comprendre, etc. On ne peut pas expliquer les comportements humains, on peut que les comprendre, parce que nous ne sommes pas une table, une chaise, un ordinateur, c'est différent, c'est pas la même chose. Alors, évidemment, vous l'avez compris, je suis non seulement néo-positiviste, mais en plus bêtement matérialiste. Donc, effectivement, je vais me permettre de placer cette petite pique, puisque j'ai la parole, j'en profite, à but de pouvoir. Alors, pour faire simple, je prends un exemple. Alors, attention, il y a un jeu dedans. Le jeu, c'est pas moi, hein, c'est le jeu de Descartes. Je pense donc je suis. Parce que si on lit Descartes en disant le je pense donc je suis, en fait, on s'en fout de Descartes. Hein, c'est tout le monde, d'accord? Donc, c'est pas moi, c'est le jeu de tout le monde. OK. Pourquoi j'appartiens à l'élite socio-professionnelle? C'est pas moi qui le dis, parce que c'est un truc qu'on a été obligé d'inventer parce que les professions intellectuelles supérieures avaient trop de disparités. Donc, on a fait une petite barre, plus de 4 000 € par mois. Là, c'est l'élite socio-professionnelle. Extraordinaire. Mais parce que j'ai toujours voulu devenir professeur dans une université. C'est fou, hein, mais, ça, c'est ce qu'on appelle la causalité finale. On explique ce que l'on est par l'intention que l'on avait de le devenir. Et puis, il y a une autre possibilité intéressante, c'est Aristote, causalité efficiente. Mon père ou ma mère occupaient un emploi de l'élite socio-professionnelle. Alors, regardez le petit renvoi intéressant. C'est une étude qui date de 2021, peut-être, mais en tout cas, globalement parlant, Bourdieu au moins ne se retourne pas dans sa tombe. La probabilité d'occuper un emploi de l'élite socio-professionnelle, donc salaire supérieur à 4 000 € par mois, plutôt qu'un emploi d'ouvrier ou d'employé qualifié, est 33 fois supérieure quand son père ou sa mère occupaient un emploi de l'élite socio-professionnelle, plutôt qu'un emploi d'exécution qualifié. C'est vrai que quand je lis ça, j'aurais plutôt tendance à faire confiance à la causalité efficiente qu'à la causalité finale. D'accord? Parce que si je suis fils d'ouvrier et que je veux devenir professeur d'université, ce qui est mon cas, je fais partie de 1% des personnes qui parviennent. Pas évident, hein? Et c'est pas grâce à moi. Parce que, voilà, c'est la flèche qui change tout. En fait, ceux qui vous disent que, et vous êtes certains dans cette salle à le dire, hein, c'est pour ça que je le dis avec beaucoup de franchise, hein, on pourra avoir une discussion musclée après si vous souhaitez, mais expliquée par la causalité finale peut toujours elle-même être expliquée par une causalité efficiente. Les raisons pour lesquelles je fais les choses peuvent toujours être expliquées par une causalité efficiente. Merci Spinoza. Donc, une fois c'est fait, je continue. Sur le plan épistémologique, les causes ne sont pas une propriété du réel, mais une construction intellectuelle. C'est pour ça que c'est compliqué de mesurer la causalité. Évidemment, Kant, le premier, l'a dit probablement le mieux. Hein. Nietzsche, Bergson, Palanque avoir dit ça. Donc ça, c'est compliqué de parler de la cause, puisqu'en fait, c'est pas une propriété du réel, c'est c'est notre façon de fonctionner. Sur le plan épistémologique, alors là, un peu nuancé ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est ce que montre Merleau-Ponty, notamment dans la structure du comportement, c'est qu'il semblerait que les organismes dont nous faisons partie puissent échapper à cette notion de causalité linéaire. C'est un peu compliqué, c'est pas si simple que ça. Je ne vais pas entrer dans les détails, on pourra y venir si vous souhaitez, hein, mais voilà, il y a quand même des éléments qui font dire que le vivant pourrait échapper à cette causalité linéaire. Je ne parle même pas d'une notion de rétroaction ou tout comme ça. C'est plus profond que ça. Sur le plan méthodologique, quel design d'études et de méthodologie d'analyse quand je veux mesurer la causalité? Alors évidemment, Didier l'a rappelé et je ne peux que souscrire à ce qu'il dit, puisque Didier est mon garant d'HDR. Donc voilà, sans lui, je ne saurais pas ce que je suis aujourd'hui. Donc oui, il a raison, l'expérimentation, c'est la discipline, enfin, c'est la méthode reine de la causalité. Je prends un truc d'un côté, je l'enlève de l'autre et je regarde s'il y a une différence. C'est évident. Enfin, moi, ça me semble évident. Je ne suis pas certain que tous les collègues, ici ou ailleurs, dans notre labo, partagent cette opinion. Mais peu importe, ils ne sont pas là. Voilà. Études longitudinales. Ça, c'est un autre problème. On pense que parce qu'on mesure globalement plusieurs fois la même chose à des temps différents, alors il y a de la causalité. On va y revenir. C'est une discussion qu'on a eue en CS. Hein. Voilà. Bon, on peut en douter.
globalement parlant. Le temps n'a pas de puissance en lui-même. Mais bon. Enfin, les modèles d'équations structurelles, dits modèles de causalité. Donc ça, ce sont des modèles, évidemment. Alors, je vais me tirer moi-même dans le pied, puisque je travaille beaucoup avec des modèles d'équations structurelles. Les modèles d'équations structurelles ne sont en réalité qu'une généralisation de la régression linéaire. Donc, en fait, c'est pas de la causalité qu'on mesure, ça donne une illusion de causalité. Je l'admets parfaitement. C'est un outil. Voilà. Donc, il reste que l'expé. Mais, comme l'a rappelé Didier, l'expé, dans le cadre, effectivement, des études qui sont conduites sur le lien entre les RSL, et notamment, par exemple, les troubles anxio-dépressifs, pose de très, très sérieuses questions éthiques. Il faut qu'on ne peut pas manipuler l'humain, comme ça. Voilà. Et comme le modèle animal, l'aura sur les réseaux sociaux numériques, ça fait moins, en fait, on ne sait pas trop quoi faire. Alors, on fait beaucoup d'études longitudinales, d'études transversales, et dans les études transversales, notamment, des modèles d'équations structurelles. Beaucoup, la plupart la plupart, en fait, des études qui ont été mobilisées dans le cadre de l'ANSES ont relevé de ces deux types de méthodologies. Alors, maintenant, on va aller concrètement. Alors, je vous ai mis un petit placard, mais c'est important de lire ce que dit l'ANSES quand même de temps en temps, et de ne pas écouter que ce qu'on dit l'ANSES. Donc, voilà ce que dit l'ANSES, de manière assez synthétique, sur le lien entre les RSM et les symptômes anxio-dépressifs. Je vous lis le texte, et vous allez, il est clair là-dessus. Ces résultats convergent vers l'idée que les symptômes anxio-dépressifs relèvent de dynamiques complexes et sont d'étiologie multifactorielle. Il résulte l'interaction entre des vulnérabilités psychologiques, des contextes familiaux, sociaux et environnementaux, ainsi que des activités des adolescents. L'usage des RSM constitue un facteur contributif, sans pour autant pouvoir être isolé comme unique cause. De plus, le lien entre l'usage des RSM et les symptômes anxio-dépressifs est indirect, car des facteurs intermédiaires comme l'altération du sommeil, le cyberharcèlement et la comparaison sociale interviennent dans la relation. Néanmoins, je trouve que néanmoins n'est pas forcément bien placé, on l'enlève. Ces facteurs peuvent induire des symptômes anxio-dépressifs indépendamment de la durée ou de la fréquence d'utilisation des RSM. Et en dépit de cela, c'est nous, donc il n'y a pas eu de rapport. C'est la faute des RSM. Voilà. Donc c'est clair, on trouve la cause. Donc voilà, désolé. Ce que dit aussi en substance le rapport, c'est que, on a parlé aussi de la question de la causalité, c'est que les études sont très largement corrélationnelles et non causales. Alors, quand je dis très largement, il faut bien entendre que ce que j'entends ici, c'est la manière dont les auteurs vont parler de leurs propres études. Je vais pas citer, je vais pas dénoncer mon tort, mais je tombais quand même sur quelques, et je suis pas le seul, je suis tombé quand même sur quelques papiers qui ont été publiés, qui font des modèles globalement purement corrélationnels, avec des indicateurs de la corrélation, et qui interprètent ça comme de la causalité. Et sans problème, sans justification, même sans justification théorique. Et ça, c'est publié. Voilà. Donc, en règle générale, les collègues admettent effectivement que ce sont juste des corrélations, voilà. Mais certains collègues publient en expliquant qu'il s'agit bien de causalité. Voilà. Alors, juste pour préciser, je vais peut-être aller un peu trop loin dans l'expérience de pensée, mais peu importe. Imaginons, dans une étude empirique, une corrélation entre les usages des réseaux sociaux numériques et le genre des adolescents. Peut-être chronologiquement, logiquement interprété comme une causalité. Puisqu'on répondrait spontanément, ce n'est pas la fréquence d'utilisation des RSM qui explique le genre de l'individu, évidemment. Voilà. Maintenant, si on réfléchit un peu, je ne sais pas, mais peut-être on peut inverser la causalité. Je m'explique. Si par exemple, au lieu de se contenter d'une variable nominale à deux modalités, homme-femme, et on ajoute à cette variable-là d'autres modalités. Donc, homme, femme, lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, queer, intersexe, asexuel. Il est possible, je dis bien il est possible, c'est pas mon domaine de spécialité. Il est possible de faire l'hypothèse, et peut-être, et pour le coup sur mesure, de valider empiriquement, que l'usage des RSM peuvent constituer les causes du genre. Donc, je pense que là, pour le coup, dans certains cas, encore une fois, c'est une pure hypothèse, c'est une pure expérience de pensée, mais je pense que cette idée que parce que chronologiquement parlant, je suis d'abord sexuellement un homme et que ensuite je me développe et que je peux aller sur les réseaux, alors forcément les réseaux ne peuvent pas impacter mon genre. Ça consiste à réduire le genre au genre biologique, par exemple.
vos biais dès le début. Juste une parenthèse. Alors, autre question. Je carbure, donc je pourrais terminer là quand j'ai l'impression. Autre question, donc grand 2, les RSL, les adolescents, utilisation, usage. Alors, nous avons eu la chance, l'immense chance, d'avoir Anne Cordier dans notre groupe d'experts. Certains la connaissent probablement, donc c'est professeur en sciences de l'information et de la communication. Et le dada d'Anne, c'est de bien distinguer trois choses. On va faire un coup en info commun. Utilisation, usage et pratique. Je vais m'arrêter à utilisation et usage. Elle a réussi à convertir même les plus réfractaires à ce type de distinction. Alors, le problème qu'on a eu, c'est que effectivement, l'essentiel de la littérature sur laquelle nous sommes fondés est anglo-saxonne. En anglais, la distinction n'existe pas. C'est use. Mais pour nous, use, ça veut dire deux choses complètement différentes. Et donc, on a été obligé de réintroduire en fonction des indicateurs utilisés par les études cette notion d'utilisation ou d'usage. Voilà. Petit détail technique, hein, mais c'est assez important. Un peu pour faire clair, hein, use, ça veut dire utilisation. Hein. Si tu veux, vas-y. Hein, si tu... C'est un petit détail qui a duré 1 an. Quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça a mis du temps quand même pour acculturer certaines personnes à cette distinction. C'est pour ça que j'essaye de, voilà, j'ai un peu appuyé là-dessus parce que c'est un mot important. Alors, indicateur des études. Utilisation des RSL. Exemple, quand on parle d'utilisation des RSL, on parle de durée d'exposition, de fréquence d'exposition, on cite le nom des plateformes, donc c'est très descriptif hein, et quantifié. Lorsqu'on parle d'usage des réseaux sociaux numériques, on parle par exemple du contenu des thématiques abordées lors des échanges sur les plateformes, par exemple. D'accord ? On parle également, si ce sont juste des exemples, hein, du but recherché par les utilisateurs. Que cherche-t-il lorsqu'il va sur telle plateforme ? Alors évidemment, on parle aussi de tout ce qui est de l'ordre du détournement, c'est-à-dire ce qu'on appelle les mésusages, qui en réalité sont juste des usages alternatifs, qui ne sont absolument pas considérés dans l'utilisation des RSL. Ils passent complètement sous silence. Ils sont sous le radar. Alors, je vous ai mis en bas une référence, alors parce que c'est un auteur qui nous a, sur lequel on a pas mal travaillé, parce que c'est un auteur qui publie pas mal d'études, et puis il a accès à des données, enfin, à des échantillons absolument hallucinants. Donc, si vous me permettez, je vais faire un petit focus, puisque bon, vous avez compris ce que sont les usages, hein. Je vais faire un petit focus sur globalement ce qui constitue l'écrasante majorité des études sur le lien entre les RSL et les troubles anxio-dépressifs dans la littérature donc, globale et principalement anglo-saxonne. On est plutôt sur l'utilisation. Et Twenge constitue, à mon avis, un exemple assez intéressant. Donc, une étude de Twenge de 2019, pour faire simple. Donc là, une étude qui est menée sur 2 pays avec un échantillon de 220 000 personnes. C'est des trucs qu'on voit jamais chez nous, en tout cas. Évidemment, ils ont des cohortes, hein, des trucs. Et en fait, il y a une distinction qui est faite. Et là, ça commence à être intéressant. Light users, c'est moins d'1 heure par jour. Et après, on a les utilisateurs qui sont beaucoup plus confirmés, c'est-à-dire on a 5 heures par jour. Donc, ça veut dire que d'un côté, Twenge nous dit, voilà, on a des gens qui utilisent très peu, donc on va dire, allez, moins d'1 heure et plus de 5 heures. On enlève le ventre mou, donc on a un bleu blanc double. Et là, voilà ce qu'il écrit ici. Hein. Donc, à travers donc cette étude sur 2 pays, etc. Donc, les light users, donc ceux qui utilisent le moins les réseaux sociaux numériques, ont rapporté, puisque c'est un questionnaire, hein, un plus haut niveau de bien-être en comparaison de ceux qui utilisent 5 heures par jour. Là, c'est news, hein. C'est pareil. Hein. Désolé. D'une autre façon, alors, autre comparaison, hein, donc ces fameux utilisateurs importants en comparaison des utilisateurs, on va dire, peu importants de médias digitaux, sont de 48 à 171% plus enclins à être malheureux, avoir un well-being, un bien-être inférieur, avoir des risques de suicide plus importants,
comme la dépression, les idées suicidaires ou des tentatives passées pour se suicider. Alors, ça paraît clair, il n'y a aucun problème, c'est évident, c'est la faute des réseaux sociaux. Plus on utilise les réseaux sociaux, plus on va avoir envie de se suicider, moins on va être heureux, etc. Terminé, c'est fini. Et ça fait des années que ça dure. Parce que tous les ans, ils nous font son étude. Avec des échantillons à 220 000. On n'y peut rien. Nous, avec nos petites qualis d'entretien en profondeur, parfois même à distance et tout, on ne peut pas rivaliser. Vous en faites pas, on va quand même gagner à la fin. Donc, en fait, question, montrer que, alors on va appeler l'addiction ou l'usage problématique, donc mesuré par la durée, par exemple, ou par la fréquence d'exposition aux adolescents, et corrélé à l'apparition de troubles psychologiques, permet-il d'expliquer l'apparition de ces questions? Est-ce que ça explique vraiment? Alors évidemment, vous avez compris, c'est pas un procès à charge, désolé Toine. Certaines études déjà montrent effectivement que l'addiction, alors on reviendra sur ces termes plus tard, à Facebook par exemple, mesuré au moyen d'un questionnaire est corrélé, donc là il le dit quand même, corrélé, avec le temps passé sur les RSS. La corrélation est quand même relativement élevée, globalement, puisque vous savez que ça va de -1 à +1, là on est à 0,6 à peu près, avec une significativité qui est tout à fait correcte. Voilà. Mais, par contre, d'autres études, on a juste des exemples d'études, n'observent pas de relation statistiquement significative ou une faible corrélation. Donc, en fait, déjà, ça dépend des études. C'est-à-dire que même dans les études qui mesurent de l'utilisation, tous ne sont pas d'accord, même si quand même, globalement parlant, en majorité, les études sont plutôt d'accord. Évidemment, on retient plutôt ça, parce que c'est ce qui nous arrange. C'est la faute des réseaux sociaux numériques. Alors, maintenant, on va redescendre, on va rentrer en chose un peu plus profonde. Premièrement, pourquoi on ne peut pas utiliser le temps passé ou la fréquence? Parce que mesurer le temps passé sur les RSN ne mesure que du temps. Rien d'autre. Du temps. Alors, j'ai mis excepté pour les IAT. Donc, test implicite, je l'ai en français, test d'association implicite. Là, évidemment, pour le coup, c'est la seule, à ma connaissance, je ne suis pas psychologue. En tout cas, à ma connaissance, je pense que ce sont les seuls tests pour lesquels le temps a vraiment une puissance explicative. Donc déjà, deuxième chose, mesurer la seule durée de temps ne permet pas de distinguer si le moment où intervient la connexion est non adapté. Par exemple, la nuit ou pendant les cours. Il a les effets, mais évidemment, un adolescent qui est en pleine nuit sur son téléphone portable, sur les RSN, et qui va, par exemple, je ne sais pas moi, rester 2 heures, de 2 heures du matin à 4 heures du matin, ça n'aura pas du tout le même impact pour plein de raisons. Surstimulation cognitive et émotionnelle, lumière bleue, fatigue, problème d'endormissement, etc. Que si fait la même chose pendant 2 heures pendant le week-end. Et ça, c'est sous les radars. Donc, la mesure du temps passé n'est pas objective mais déclarée. Alors là, on va y revenir, vous allez voir, c'est assez étonnant. Alors, ça, on va dire, c'est le problème de tout questionnaire. Vous avez raison. Ça veut dire que, mais quand même, quoi qu'il en soit, on sait très bien, quand on essaie de la mesurer, on fait appel à la mémoire, donc voilà, combien de temps je passe, est-ce que vous serez capable là de me dire combien d'heures vous passez par semaine sur la réseaux sociaux numériques? Franchement, objectif, le plus finement possible. C'est extrêmement compliqué comme question. Et ça, en plus, le pire, c'est que vous allez voir que certaines échelles de mesure, en fait, utilisent des modalités de réponse qui sont, on va dire, scandaleuses sur le plan de méthodologie. On va y venir un peu plus tard. Voilà. Donc, en clair, on n'a pas sauvé la causalité, mais on a sauvé le qualité. En tout cas, les usages. Conclusion. L'effet du temps, donc durée-fréquence, passé donc sur les RSN et les symptômes dépressifs. Donc, je cite ici l'ANSES, le rapport. Les études convergent vers l'existence d'un lien faible entre le temps passé sur les réseaux sociaux et la présence de symptômes anxio-dépressifs, en particulier chez les jeunes filles. Compte tenu du design des études, il n'est pas possible d'établir le sens du lien entre ces deux variables. Ça contrevient à tout ce qu'on entend partout. Évidemment, discussion de comptoir, voilà, en famille, c'est exactement, en fait, c'est pas le contraire. C'est-à-dire que ça ne permet pas de valider la bonne opinion française ou des technophobes. Voilà. Donc, rien n'est prouvé là-dessus. Rien.
Évidemment, les études s'arrêtent en 2021. Euh, parce qu'il a fallu qu'on s'arrête à un moment donné. Parce que ça arrive tout le temps. Hein. Donc voilà, on a mis 5 ans d'expertise, hein, 2021. Il est probable que là, on trouve en 2026 une étude. Alors, d'autres études ont été réinjectées sur la fin, 220 je crois. Voilà. Mais il est possible qu'on trouve aujourd'hui des études qui montrent cela. Mais je pense que ce point épistémologique, je pense que ça va être un peu compliqué. Donc, ma question, voilà, c'est une question rhétorique, hein, quel est l'intérêt désormais de ces mesures de type utilisation, présentation de recherche? À quoi ça sert? C'est bon, on sait. Voilà, il y a une corrélation par corrélation, mais ça n'explique rien. En fait. Et là, je le mets pour le coup, c'est pas une posture, on va dire pro-Cali ou anti-Canty, hein. C'est pas ça. Là, pour le coup, c'est fondé sur un résultat empirique, non sur une posture idéologique, épistémologique et méthodologique. D'accord. Donc, c'est vraiment des études qui ont. Alors, concrètement, je cite encore une fois l'ANSES, hein, les études se fondant uniquement sur les variables quantitatives, telles que le temps ou la fréquence d'utilisation des RSL, se révèlent insuffisantes pour appréhender la complexité des interactions à l'œuvre. À l'inverse, je pense que c'est Accordier qui écrit ça. À l'inverse, les travaux qui intègrent les types d'usage, les profils des utilisateurs, par exemple leur ressenti, leur degré d'investissement, ou encore les spécificités des plateformes mobilisées, permettent une analyse plus pertinente de ces phénomènes. Évidemment, la grosse difficulté, c'est que c'est extrêmement chronophage. Et on n'est pas sur le même type d'échantillon. Donc, c'est extrêmement complexe à analyser. C'est plus facile, effectivement, d'avoir une cohorte que l'on mobilise de 200 000 personnes tous les ans. Et là, c'est parti. Là, on envoie le questionnaire, répond au questionnaire, on traite, on a les résultats, on prépare l'étude de l'année d'après. Terminé. Publish or perish. C'est facile, ils ont trouvé le truc. Hein. Ils vont jamais périr. Hein. Il y aura toujours une année qui va venir après. Là, c'est plus compliqué. Le protocole expérimental. Le protocole de recherche est extrêmement complexe à mettre en œuvre. Plein de biais, enfin, c'est très compliqué. Et puis, parfois, absolument pas publiable dans certaines grandes revues. Alors, parlons-en des publications. Alors, j'ai laissé là le diagramme, hein, donc c'est un diagramme qui est extrait du. Bon, à la base, recherche identifiée, on a fait des mots-clés qui ont été sélectionnés, etc. Les articles ont été filtrés petit à petit sur la base, dans un premier temps, en tout cas par les experts, sur la base d'abstracts et mots-clés. On a fait premier tri, abstract, mots-clés. Et puis, on est arrivé ensuite aux articles qui ont été évalués. Donc, on était, je ne sais pas combien, ça dépend en quelle année, entre 21 et 13. Mais je pense qu'on était, à ce moment-là, on était plutôt plus proche de 13 que de 21 quand on a fait ça. Donc, 2200 articles à évaluer, à lire. Voilà. Avec une grille de lecture. Donc, je l'ai expliqué à certains collègues en aparté. Hein. La grille de lecture, c'était un tableau Excel. Hein, vous devez renseigner des critères. Moi, j'aime bien travailler sur du papier. Je n'ai pas très les écolos, mais j'aime bien. Et surtout qu'un tableau Excel de plusieurs colonnes, c'est la galère. Donc, j'avais imprimé. Et donc, le tableau Excel faisait 3 mètres de long. Je l'ai mesuré. 3 mètres de long, étalé. Donc là, on pouvait remplir, cocher les cases. Donc, telle méthodologie, telle année, tel machin, etc. 3 mètres. Pour que ce soit lisible. Donc, et ça pour 2203 études. C'est ça que certains ont craqué. D'autres non, sont plus forts. Donc, en fait, in fine, sur les 2200 articles, ont été retenus 809 articles. À cela, on a ajouté ensuite d'autres sources, évidemment via notamment la revue Lalita, enfin, la bibliographie. On a pu réintroduire d'autres choses qui nous avaient échappé. Donc, en fait, un total de 1029 articles. Mais c'est pas pour dire, ouais, ils sont bons en OCS. Non, c'est pas ça. En fait, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour ça. Parce qu'il y a 3 raisons, globalement, pour lesquelles on a exclu certains articles. Et moi, la raison qui m'interroge, vraiment, c'est la 3e. Article évalué en texte intégral exclu pour des raisons de méthode. 176. Ça veut dire, j'ai fait le calcul, parce que je sais faire des pourcentages, sur 1205 publications portant sur l'impact des RSL sur les adolescents, 14,61 ont été exclus à cause de problèmes de méthodologie. Des publications dans des revues académiques. C'est énorme. Alors après, on avait trouvé le truc. Alors, on n'avait pas tous le même niveau. Par exemple, quand vous êtes face à des épidémios,
le niveau, en fait, ils me disent, oui, non, mais ça marche pas, etc. Donc, heureusement qu'on avait des gens, voilà, comme Jonathan qui nous aidait, parce que des fois, c'était un peu compliqué pour savoir si ça matchait bien au niveau méthodo, hein. Mais, en fait, on allait directement dans la méthode, on se demandait, est-ce que la méthode, elle tient? Donc, dans moins de 15% des cas, la méthode ne tenait pas. Et c'était publié. C'était cité. Et ça, c'est un des grands enseignements de l'ANSES. C'est quelque chose, évidemment, qui n'est pas, comment dire ça, relayé par les médias, et qui devrait l'être parce que c'est un vrai problème, une vraie question. Du niveau de publication, du niveau d'évaluation des papiers dans des revues académiques. Et je peux, sans problème, hein, m'inclure aussi là-dedans. Moi, j'ai certains papiers qui n'auraient pas dû passer. Mais je savais que méthodologiquement parlant, ça tenait à peu près la route, hein. Un bon modèle d'équation structurelle avec plein de chiffres et plein d'indicateurs, ça passe. Mais dans les faits, si on regarde vraiment, il y a des choses qui ne vont pas. Voilà. Donc, je m'inclus là-dedans. Il me reste combien de temps? Ah ben c'est parfait, super, je vais tenir le temps. Donc, dernier point, addiction, usage, utilisation. Alors, pourquoi on trouve plutôt le terme de usage problématique que de utilisation problématique? Parce qu'en réalité, on est plutôt dans l'utilisation problématique et dans l'usage problématique dans les études. Je pense simplement qu'on parlait d'un problème de traduction, quoi. C'est problematic use, c'est usage problématique. Je ne sais pas comprendre. Donc, alors, question de l'addiction, usage problématique. Donc là, ça a été, c'est pareil, ça nous a pris quoi? Ouais, voilà, en plus, hein, voilà. Donc, on a beaucoup ergoté sur les termes, mais évidemment, derrière les termes, il y a des concepts, il y a des a priori, il y a plein de choses. Alors, l'addiction au RSN. Alors, petite précision. Donc, l'addiction au RSN pourrait être, si c'était le cas, une addiction comportementale, donc sans substance. J'ai mis non reconnu. C'est-à-dire que actuellement, ni le DSM-5 ni l'ICD ne reconnaissent l'addiction au RSN comme une addiction. Après, ça marche mieux dans les médias quand même, dire ouais, moi je suis addict au RSN. Ouais, nous avons trouvé machin, addict au RSN, puis, passe 15 jours dessus, donc c'est une vraie addiction. Voilà. Effectivement, les gens comprennent, hein, la comparaison avec l'alcool est évidente, avec des substances illicites. Mais en fait, non. Alors, globalement, se réfère à l'existence d'un trouble mental qui pourrait être diagnostiqué, donc objectivable, et possiblement soigné. Maintenant, l'usage ou l'utilisation problématique des RSN constitue un jugement de valeur, un jugement moral, taquiner un peu, quoi, se fondant sur une norme qui, à mon sens, est la plupart du temps idéologique, rarement empirique. C'est-à-dire qu'on se dit que c'est pas bien, les jeunes passent trop de temps sur les RSN. Putain, effectivement. Pendant qu'on s'abroge le truc à la télé, nous les plus âgés, voilà. Voilà. Donc, je trouve que c'est la plupart du temps, cette question de l'usage problématique, ça a plutôt une action presque morale, une espèce de suffisance qu'on applique à ceux qui effectivement sont sur les réseaux sociaux numériques. Alors, je ne le défends pas, je ne suis sur aucun réseau social numérique. Rien, d'accord? C'est pas du tout pour le défendre pour le coup, hein, donc je me tire moi-même une balle dans le pied, hein, puisque je dis, dans le langage commun, je dis parfois la même chose à mes enfants. Arrêtez d'aller sur... Mais ça n'a aucun sens. C'est un jugement moral, juste d'un dinosaure. D'accord? Mais là, on fait de la science. Voilà. On fait donc, en théorie, pas d'idéologie, mais plutôt de l'empirique. Autre point, ça c'est un point que souligne l'ANSES, et ça c'est absolument effarant comme truc. Quand on regarde les études, mais c'est absolument incroyable. On ne sait pas en réalité, dans certaines études, et même parfois dans le discours général sur l'addiction, si c'est une addiction aux outils numériques, addict au smartphone. Le smartphone, c'est quoi? C'est une coquille vide. Il n'y a rien dedans, il n'y a pas de contenu. D'accord? Alors peut-être qu'on est addict parce qu'on a besoin de l'avoir dans les mains, ou dans la poche, sentir près de soi, parce que ça rassure, quel que soit le contenu. J'en sais rien. Mais bon, addict au système, donc type Internet. Alors, je vous en parlerai plus tard parce que je vais vous parler de l'IAT, donc c'est Internet Addiction. Je vais vous dire après, mais je le dis en tête. Est-ce qu'on est addict aux services, ce qu'on appelle les services compliqués de trouver un nom, hein, et globalement les réseaux sociaux numériques, à tel réseau, à Insta, TikTok, j'en sais rien.
ou est-ce qu'on est addict aux usages, et je entre parenthèses aux pratiques. Effectivement, dès l'instant où les usages deviennent pratiques, c'est-à-dire vont se déployer dans le temps et être plutôt répétitifs, hein, une espèce de routine, là, on va dire, en fin de compte, est-ce qu'on n'est pas addict à notre utilisation des réseaux sociaux numériques plutôt que à ça? Je n'en sais rien. Mais c'est une grande confusion dans les études globalement. Alors, globalement, à la fois pour l'addiction et pour l'usage problématique, on a deux types d'indicateurs. Alors, je vais remonter un peu, alors c'est de l'épistémo-méthodo. Un peu les deux. En fait, on considère en règle générale, puisque vous avez compris que ce sont des questionnaires, d'accord, qui sont passés, qui sont administrés. Ils ne sont pas mesurés en temps réel, le temps qui passe sur les réseaux sociaux. Que pour leur demander s'ils vont bien ou pas bien, ou s'ils ont des troubles anxio-dépressifs, il faut le leur demander. Donc, ce sont des questionnaires. Donc, je prends un exemple. Le concept d'usage problématique. Il y a deux façons de mesurer ou d'estimer l'usage problématique. Alors, je ne parle pas du côté quali, puisqu'en fait, il n'y a pratiquement rien dessus. C'est le désert total. J'ai exclu aussi, je l'ai mis en bas, hein, évidemment les outils diagnostiques des professionnels de la santé. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, dans nos disciplines globalement parlant, ce ne sont pas des médecins qui font, donc on n'est pas formés pour mener effectivement des entretiens de type diagnostic. Hein. Bon, les médecins le font, hein, les pédopsychiatres vont le faire par exemple, mais nous on ne sait pas le faire ça. Donc ça ne fait pas partie des méthodologies possibles, envisageables pour nous. Donc deux types d'indicateurs. Alors, les indicateurs qu'on appelle formatifs, ce sont les indicateurs où, en fait, on va prendre ce qu'on appelle des variables de mesure, on va les agréger, on va faire une moyenne, les combiner pour, à partir de là, produire un concept. On a les indicateurs qui sont réflectifs, c'est-à-dire c'est exactement le contraire, on part du concept, on se demande comment je le mesure. Okay, vous l'avez compris, l'usage problématique mesuré sur le plan formatif, ben, ça consiste par exemple à regarder la fréquence d'utilisation d'Internet, la fréquence d'utilisation des RSL et la durée de navigation sur les RSL. Par exemple, on ajoute les deux et ça donne usage problématique. Donc ça, vous l'avez compris. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la deuxième partie. Donc, usage problématique au niveau réflectif. Et là, exemple, mesure d'addiction, de l'usage problématique. Là, c'est ce qu'on appelle des échelles de mesure, unies ou multidimensionnelles. Donc, on va être... voilà. Alors, je vais passer là parce que l'idée s'est rapprochée. Ça sent la fin. Donc, je vais vous montrer un exemple. Donc, ça, c'est le type... Voilà. Pour un exemple, vous avez plusieurs échelles, là, en ligne, en haut. Donc, par exemple, vous avez la Bergen Facebook Education Scale, qui est la première. Voilà. Et vous avez les dimensions qui sont mesurées. Parce que il faut savoir qu'un construit il peut être multidimensionnel. Il peut avoir plusieurs facettes. Deux exemples, très rapides. Bon, le fameux IAP, donc c'est Internet... Voilà, je suis. Internet, alors ça, c'est Kimberly Young qui a fait cette échelle en 2008. Alors, il est intéressant parce que ça concerne Internet. Mais ça a été une échelle ça a été une des premières à faire ce type d'échelle-là, qui ensuite a été répliquée et adaptée pour les réseaux sociaux numériques. Juste, je vous passe la lecture de ce truc-là, mais je ne sais pas si vous voyez à peu près de quoi il s'agit ici, mais elle a découpé les scores, donc c'est sur 100 points. D'accord ? Là, il y a 20 items, d'accord ? Sur 100 points en tout. Eh bien, en fonction des scores, on va donc une très haute, enfin, une addiction sévère très haute à Internet lorsqu'on est entre 80 et 100, et très faible lorsqu'on est de 0 à 20, par exemple, de manière totalement arbitraire. Ben, juste la dernière. Celle-là, c'est la Bergen Social Media Addiction Scale. Donc, ça, c'est une... Regardez juste le dernier item, d'accord ? Comment on mesure l'addiction ? Regardez bien le dernier item, je vous traduis. Vous utilisez un média social tellement que cela a un impact négatif sur votre travail ou vos études. Donc, cette échelle-là, l'échelle ne mesure pas l'addiction, elle mesure l'effet, l'impact d'un média sur une activité, ce que ne sont pas les 5 items précédents. C'est-à-dire qu'on a une incohérence en termes de contenu qui est énorme. Mais on s'en fout, c'est une échelle qui est utilisée par plein de monde, qui est répliquée, qui a été validée dans plein de pays différents, qui est absolument inconsistante sur le plan du contenu et qui continue à être utilisée en recherche. Et je crois que c'est
Je vous remercie. Merci.